De 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, l'escalade dans le golfe Persique, accrochage dans le détroit d'Ormuz, débat à la tribune de l'ONU. En toile de fond, le conflit Iran-Irak, 8 ans de guerre et plus de 500 000 morts. Les avocats d'Yves Chalier annoncent sa remise en liberté. L'homme clé de l'affaire du Carrefour du Développement était en grève de la faim depuis 30 jours. Il reste sous contrôle judiciaire. L'Italie retient son souffle après la reddition de Licio Gelli à Genève. L'ancien responsable de la loge P2 pourrait lâcher des noms et évoquer les ramifications étrangères de son organisation. La coopération au programme des entretiens franco-angolais à Paris. L'Angola est un des pays les plus riches d'Afrique, mais est secoué depuis 12 ans par la guerre civile. 5 millions de nouvelles pièces de 100 francs à l'effigie de Lafayette, une petite recette de poche pour l'État qui accompagnera le lancement par une grande campagne de publicité. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Et avant de développer tous ces titres, l'info du jour. Yves Chalier, principal inculpé et seul détenu dans l'affaire du Carrefour du Développement, est libre depuis cet après-midi. Liberté sous contrôle judiciaire. Il faut rappeler qu'Yves Chalier observait une grève de la faim depuis 30 jours. Je vous propose d'écouter tout de suite une première réaction enregistrée tout à l'heure au Palais de Justice de Paris, juste après la décision du juge Michaud. Bon, monsieur le juge d'instruction Michaud vient de rendre à l'instant son ordonnance mettant en liberté Yves Chalier. Cette ordonnance prendra effet à partir de demain, donc Chalier est libre actuellement, placé sous contrôle judiciaire. Et cette ordonnance est motivée, elle est motivée par le fait que l'instruction est pratiquement terminée et qu'il n'y a pas de nécessité de le maintenir en détention. Il est placé sous contrôle judiciaire, bien entendu, à Rambouillet. Yves Chalier, vous le savez, c'est l'homme clé de l'affaire du Carrefour du Développement. Son nom est apparu pour la première fois au grand jour en été 86. Principale référence, l'homme a été notamment le collaborateur direct du ministre socialiste Christian Nucci. Olivier Lerner. Yves Chalier, 45 ans. Originaire de la Nouvelle-Calédonie, fils de militaire, il a fait Saint-Cyr puis les arts et métiers. Très vite, il devient administrateur civil au ministère de la Défense. Et en mars 84, il succède à Jacques Devattre au poste de chef de cabinet au ministère de la Coopération. Son ministre, Christian Nucci, lui accorde immédiatement toute sa confiance. Exemple parmi d'autres, un compte bancaire commun est établi au nom des deux hommes. L'affaire dite du Carrefour du Développement éclate le 28 avril 1986. Michel Aurillac, le successeur de Christian Nucci au ministère de la Coopération, révèle l'existence d'un certain nombre d'anomalies commises entre les années 83 et 86. Les comptes d'une association subventionnée par son ministère sont épluchés. Il s'agit de l'association Carrefour du Développement. Michel Aurillac porte plainte contre X. Yves Chalier est aussitôt montré du doigt. 70 millions de francs se sont volatilisés. La Cour des comptes et la police judiciaire mènent l'enquête. Le juge d'instruction Michaud ne recule devant rien et les inculpations tombent les unes après les autres. Faux en écriture publique, abus de confiance, vol de documents. Chalier panique et prend contact alors avec Jacques Delebois, contrôleur général de la police, l'un des hommes clés de l'affaire dans l'affaire. Tu vas partir pour le Brésil, lui aurait dit Jacques Delebois, tu coupes les ponts avec tout le monde. Yves Chalier prend la fuite, destination Rio. Appartement somptueux, un 650 mètres carrés sur Copacabana avec vue sur la mer. Chalier a trouvé du travail, mais il réclame un passeport et un permis de conduire. C'est l'épisode du fameux vrai-faux passeport qui commence. Un épisode qui dérape sur la DST, secret défense, dira Charles Pasqua. 16 novembre 86, Yves Chalier décide de rentrer à Paris. Il se rendra au juge Michaud et son ami Maggie Bakian sera libéré. Novembre 86, septembre 87, Chalier sera resté 11 mois en prison.
Grand débat à New York, escalade dans le golfe Persique, le conflit Iran-Irak, plus que jamais, vous allez le voir, à la une de l'actualité. D'un côté, la tribune de l'ONU, où les interventions se succèdent, nous y reviendrons dans quelques instants. De l'autre, le Golfe, point stratégique où les incidents se multiplient. Jean-Marc Iliouz. 23h35 hier soir dans le Golfe, après 2 mois de face-à-face Iran-États-Unis, un bateau iranien est mitraillé par la marine américaine. Version américaine, 2 hélicoptères de l'US Navy en mission de surveillance attaquent à la mitrailleuse et à la roquette un bateau de guerre iranien surpris en train de mouiller des mines au nord-est de Bahreïn, en plein milieu du passage qu'empruntent les convois américains. 3 marins iraniens tués, 26 repêchés par la flotte américaine. Une attaque criminelle contre un paisible navire de ravitaillement, proteste Téhéran, qui promet vengeance. Mais à bord du bateau iranien, les Américains affirment avoir retrouvé pas moins d'une dizaine de mines. Or, cette première intervention directe et réussie des forces américaines suit de quelques heures seulement un autre incident grave dans la partie nord du Golfe. Non loin de l'île iranienne de Farsi, un pétrolier britannique de 100 000 tonnes est attaqué selon son capitaine par une vedette iranienne. 14 obus qui vont provoquer la mort d'un marin philippin et un incendie qui ne sera maîtrisé que ce matin. Les navires de guerre britanniques, cantonnés dans la zone sud du Golfe, n'ont rien pu faire. À Londres, Margaret Thatcher dénonce cet acte absolument scandaleux, je cite, et aux Nations Unies, son ministre des Affaires étrangères réaffirme que la Grande-Bretagne demandera des sanctions contre l'Iran si Téhéran ne s'engage pas clairement à respecter le cessez-le-feu voté en juillet par le Conseil de sécurité. Pendant ce temps-là, à New York, le grand débat Iran-Irak continue par discours interposé. Hier, Ronald Reagan lançait un appel au cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est Téhéran qui était attendu à la tribune de l'ONU. Un événement historique dans la mesure où c'est la première fois, depuis l'avènement de la révolution islamique, qu'un président iranien monte à la tribune des Nations Unies. Paul Nahon. Le président Khamenei a d'entrée de jeu averti les Américains que l'attaque contre un navire iranien aurait de graves conséquences qui ne seraient pas limitées au seul golfe Persique. La délégation américaine a aussitôt quitté la salle. Pendant ce discours, d'une rare violence, les Irakiens, les Koweïtiens et l'Arabie Saoudite ont adopté la politique de la chaise vide. Alors que le président iranien refaisait l'histoire de la révolution islamique de 1979, des manifestants pro- et anti-Khomeini protestaient à l'extérieur immédiat du palais des Nations Unies. Les pros dénonçaient l'agression irakienne sur le sol iranien, les anti-Khomeini dénonçaient eux les tortures et les violations systématiques des droits de l'homme en Iran. À l'intérieur, Ali Khamenei, imperturbablement continuait lui à nommer les puissances liguées à son avis contre l'Iran, les États-Unis, le sionisme et la France, accusés d'abriter des terroristes iraniens. Jamais sans doute l'Assemblée générale des Nations Unies n'avait entendu discours aussi dur. En effet, pendant plus d'1 heure, le président iranien a accusé les grandes puissances, les États-Unis et le Conseil de sécurité de collusion avec l'Irak. Il ne peut pas y avoir de paix, a-t-il dit, avec ce pays tant qu'il n'aura pas été vaincu militairement et dénoncé comme l'agresseur. Et le président Khamenei a conclu par ces mots « Dieu est avec nous et il ne peut pas y avoir de défaite pour ceux qui combattent sous sa bannière ». En toile de fond, vous l'avez compris, le conflit Iran-Irak qui dure depuis 7 ans de guerre sans merci, qui aurait fait plus de 500 000 morts. Patricia Costa. Il y a 7 ans, jour pour jour, l'Irakien Saddam Hussein lance ce qu'il croit être une guerre éclair contre l'Iran. L'Irakien compte profiter de la déstabilisation de l'Iran, qui en est au début de sa révolution. L'armée du Shah est décapitée, 3000 officiers et sous-officiers ont été exécutés. En 2 jours, l'Irak prend 120 000 km² de territoire à l'Iran. Mais surprise, le 3e jour, l'Iran réagit. 150 de ses avions attaquent les principales bases irakiennes, tandis que ses troupes arrêtent l'avance de Saddam Hussein. 3 jours après donc, c'est le début de la fin du rêve irakien. Commence alors une guerre de position et de grignotage en faveur de l'Iran, avec 2 ans plus tard, la reprise de Khorramshahr, victoire décisive pour Khomeini. Les Irakiens proposent alors de se retirer sur les frontières internationales. L'Iran refuse et demande que l'agresseur soit puni. C'est à peu près la même position qu'ont aujourd'hui les 2 belligérants, mais c'était il y a 5 ans. L'Iran lance alors ses vagues humaines contre l'Irak en 1983 et 1984 dans les marais. Et retournement de situation pénètre en territoire irakien. L'Irak déplace alors la guerre dans le Golfe, fort de ses nouvelles armes, les exocètes, livrés par la France. C'est le début d'attaques systématiques sur la route du pétrole iranien, principale ressource du pays.
85, l'Iran grignote toujours du terrain. L'Irak riposte alors par l'utilisation d'armes chimiques et bombarde Téhéran. C'est le début de la guerre des villes. Cela n'arrêtera pas l'avance des Iraniens. 86, prise de Fao. 87, avance des Iraniens sur Bassora. Et cet été, point culminant de la guerre du Golfe avec l'internationalisation du conflit et les tentatives actuelles de l'ONU pour lui trouver une issue. Philippe Gassot, revenons quelques instants à la partie de bras de fer qui se joue donc depuis quelques semaines dans le Golfe. L'événement, c'est l'intervention hier des Américains. L'attaque américaine contre le navire iranien ressemble bien à une surenchère dans la région. Les hélicoptères américains n'ont pas riposté à une attaque directe lancée contre eux. Ils ont lancé leur roquette après avoir tourné une demi-heure au-dessus de l'objectif. C'est l'amiral commandant l'escadre américaine qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Il s'agit là d'un changement dans l'attitude jusque-là pacifique de l'escadre américaine. Elle n'a pas cru devoir répondre, vous vous en souvenez, le jour où le Bridgetown naviguait sous pavillon des USA, ou le jour où ce bateau a été touché par une mine. L'affront n'a pas été relevé militairement, même attitude de la France qui proteste après l'attaque du ville d'Anvers et qui en reste là. La venue de l'armada occidentale dans le Golfe n'aura pas empêché qu'une dizaine de bâtiments marchands soient pris pour cible. Dernière en date, le Gentlebrise, un pétrolier britannique, essuie une volée de roquettes. Le Foreign Office et le Premier ministre, Mme Thatcher, parlent de sanctions, mais aucun coup de canon ne viendra ponctuer l'incident. C'est hier soir que les Américains ont choisi le choc frontal direct. Les Iraniens sont bien décidés à ne pas en rester là. Nous en sommes peut-être au début d'une escalade. Elle pourrait même si l'on n'y croit pas tout à fait pour le moment, entraîner tous les pays militairement présents dans le Golfe à utiliser leurs forces dont le rôle n'était jusqu'à présent que dissuasif. En Italie, l'embarrassant retour à la surface de Licio Gelli, le grand maître de la loge P2. Gelli, vous le savez, s'est constitué prisonnier hier à Genève, en Suisse, et depuis, l'Italie retient son souffle, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, la péninsule est partagée entre ceux qui craignent qu'il parle et ceux qui redoutent qu'il ne puisse pas parler. À Rome, enquête et réaction avec Marcel Tria. Je veux parler, affirme Licio Gelli, de quoi faire frémir un grand nombre de personnalités italiennes dont les liens avec la loge P2 n'ont pu jusqu'ici être prouvés. Mais parlera-t-il vraiment? Pour la plupart des journaux italiens, il ne fait guère de doute que l'homme a pris ses précautions. Extradé de Suisse pour des délits mineurs, il éviterait d'avoir à répondre à des questions trop indiscrètes sur l'attentat de la gare de Bologne, par exemple. Des questions que la commission d'enquête parlementaire, aujourd'hui dissoute, n'a jamais eu l'occasion de lui poser directement. Voilà, demain, en fin de matinée, la chambre d'accusation du tribunal de Genève déterminera les chefs d'inculpation retenus à l'encontre de Licio Gelli. L'intéressé n'assistera à la séance que si son état de santé le lui permet. On apprend également que les autorités cantonales de Genève demandent aux autorités fédérales de prendre toutes les mesures pour l'extradition de Gelli en Italie. C'est tout ce que l'on sait ce soir. Suite des infos, retour en France avec la politique. L'UDF en quête de clarification. Les parlementaires UDF, qui sont réunis pendant 3 jours à Nice, accueilleront tour à tour messieurs Chirac, Barre et Valéry Giscard d'Estaing. Mais l'homme du jour, c'est Jean-Claude Gaudin. Le député de Marseille, qui est aussi président du groupe parlementaire, a lancé une mise en garde sévère au président de la République et il a invité la majorité à faire une montée en puissance. Des contractions à l'UDF autour d'une piscine avant les travaux pratiques en salle close. Occasion rêvée pour les baristes de dire que leur champion devrait annoncer sa candidature dès octobre. Sourd à ce souhait, Raymond Barre, arrivé un peu plus tard, a sans doute confirmé ce refus à François Léotard. Mais les 2 présidents des groupes du Sénat et de l'Assemblée ont eux aussi manifesté quelque impatience. Il faut se hâter avec lenteur, c'est juste. Mais il faut quand même commencer à se bouger. Pas trop tôt, d'accord. Pas trop tard, non plus. Il n'est pas trop tôt, en tout cas, pour souhaiter que le soutien de l'UDF aille vers un candidat qui, depuis longtemps, depuis toujours, fait partie de la famille. Je n'ai pas le droit d'en parler, puisqu'il s'agit d'un mystère. Donneur de conseils très balancés, Jean-Claude Gaudin a ensuite défini à l'intention du RPR le code de bonne conduite. Ne pas tirer la couverture à soi, renvoyer l'ascenseur et passer la balle au mieux placé pour marquer le but. Recommandation aussi en direction du député de Lyon, personne ne serait fondé à prendre ses distances sur le bilan de la majorité. Et pour mettre tout le monde d'accord, il a expliqué que réélire un président socialiste coûterait beaucoup trop cher.
La politique encore et toujours, scission en Ile-de-France entre la majorité UDF-RPR et le Front National. Après les propos de Michel Giraud concernant les élus du Front National au conseil d'administration des lycées de l'Île-de-France, le Front National a décidé de ne pas voter le budget 88 de la région. Le Front National a également accusé le RPR de détournement de fonds par détournement de matériel. Fin de citation. Réponse immédiate et cinglante de Michel Giraud, les comptes de la région sont soumis à contrôle. Les allégations du Front National sont dénuées de fondement. Là aussi, fin de citation. France-Angola, fin d'une brouille et normalisation des rapports. Le président Eduardo dos Santos a été reçu tour à tour aujourd'hui par messieurs François Mitterrand et Jacques Chirac. Problèmes économiques obligent, le numéro 1 angolais attend beaucoup de cette visite. Il souhaite surtout que Paris parraine sa candidature au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Au niveau diplomatique, l'Angola souhaiterait également que la France joue un rôle plus important au niveau de l'Afrique australe. Analyse de Jacques Merlino. À la Cité des Sciences, le président angolais Eduardo dos Santos devait sûrement penser au potentiel de richesse que recèle son pays et au terrible gâchis qui s'y déroule. Car l'Angola est un pays plein de ressources, une terre riche, d'importantes réserves de pétrole, d'or, de diamants, de cuivre, de manganèse. Mais le régime en place, d'inspiration marxiste, soutenu par une trentaine de milliers de Cubains et de Soviétiques, doit faire face depuis une dizaine d'années à une guérilla fortement implantée et dirigée par Jonas Savimbi. Bénéficiant d'une aide importante de l'Afrique du Sud et des États-Unis, cette opposition armée tient le sud du pays et une large partie de la brousse. Résultat de cette guerre civile interminable, pas d'issue militaire en vue, aucune des parties ne peut vaincre l'autre, et surtout l'économie est à la dérive. 1 million d'Angolais souffriraient aujourd'hui de malnutrition. Eduardo dos Santos, pour en sortir, lance donc une grande offensive diplomatique. Aujourd'hui à Paris, il se rendra ensuite à Bruxelles, Stockholm, Rome et Lisbonne, afin de retrouver un crédit international et d'obtenir peut-être de la France un rôle de médiateur dans la crise de l'Afrique australe. Voyons le reste de l'actualité. En quelques télégrammes, le commentaire est signé Pascal Vanier. Les manœuvres européennes endeuillées ce matin près d'Hanovre. Un char belge a écrasé cette voiture, tuant son conducteur, un civil. Les manœuvres continuent jusqu'à vendredi sur tout le territoire allemand. Au sud, l'opération Moineau Hardy progresse vers la Bavière. 75 000 soldats allemands et français y participent. Hirohito va bien. Le souverain japonais a subi aujourd'hui une intervention chirurgicale de 2h30. Âgé de 86 ans, l'empereur souffre du pancréas. Les médecins diront dans une semaine si le mal est d'origine cancéreuse. L'offensive américaine de Ron Poulenc, le groupe français consolide son activité chimie minérale avec le rachat de Stauffer. Le contrat doit être conclu à la fin de l'année, prix 500 millions de dollars. Ron Poulenc doublera son chiffre d'affaires sur l'important marché américain. L'avertissement de Paul Markelly, la baisse du pouvoir d'achat a atteint le seuil critique pour les salariés. État patron et chef d'entreprise, c'est à vous de faire l'effort, demande le patron des cadres. Ça n'est pas la peine que le gouvernement attende, que les grèves se multiplient, etc. Qu'il doit faire le nécessaire de façon à ce que nous puissions travailler en paix. L'Europe en quête d'un nouveau plan acier. Depuis ce matin, à Bruxelles, un comité des sages mis en place par les ministres de l'Industrie de la CEE planche sur un dispositif qui devrait permettre de régler une fois pour toutes les problèmes de surproduction d'acier. Concrètement, il va falloir fermer des nouvelles usines. On parle de 80 000 suppressions d'emplois en Europe et s'inspirer de certains pays qui ont su anticiper pour mieux faire face à la crise. Les Allemands se sont inspirés du système japonais. Quant à la sidérurgie française, elle louche de temps en temps sur le système allemand, comme l'a constaté Patrick Boitet. Cette visite guidée de la scierie BSV en Allemagne ne s'adresse pas à des cadres ou des dirigeants d'entreprise. Les auditeurs sont des sidérurgistes de l'Isère, envoyés par leur direction pour voir comment travaillent les Allemands, champions d'Europe de la productivité. Une découverte sur le terrain de la réalité de la concurrence étrangère. On est tout petit à côté d'eux aussi. En matériel, en personnel, ils sont vraiment très forts. Montez là un peu. Première constatation, la modernité de l'équipement BSV, avec une majorité de postes de travail automatisés. Mais le plus étonnant, c'est l'organisation des équipes. La comparaison avec la France fait mal. Je me suis aperçu qu'il a fallu une heure pour m'apercevoir qui était le chef d'équipe, qui était le contre-maître. Tout le monde travaille main dans la main. Les gens, ils ont tous à cœur à travailler, c'est en famille, ils vivent un peu pour la société.
Grâce à la visite, les idées reçues tombent à l'eau. Par exemple, les Allemands aiment le travail. C'est peut-être vrai, mais ça n'explique pas tout. Chez BSV, les étrangers représentent plus du tiers du personnel. En fait, la motivation des salariés dépend de relations sociales différentes à l'intérieur de l'entreprise. Nous avons commencé depuis de longues dates, ça fait maintenant 5-6 ans à former notre personnel, à trouver un moyen d'une bonne entente entre les cadres et les ouvriers. On a mis la responsabilité jusqu'au plus bas niveau et les gens se sentent responsables de leur équipement. Je pense que quelqu'un motivé produit 2 fois plus que quelqu'un qui n'est pas motivé. Dernier atout de BSV, son propre centre de formation professionnelle. En moyenne, chaque salarié y passe 12 jours par an. L'occasion de se perfectionner régulièrement. Une révélation pour les visiteurs. En France, la théorie est laissée de côté. Ce qui fait qu'ici, en 4 jours, on a l'impression d'avoir appris ce que l'on apprendrait en plusieurs années chez nous. Les Français ont aussi appris chez BSV que les salaires sont de 30% supérieurs aux leurs. Ils ont fait savoir à leur direction que ça, c'est aussi un facteur de mobilisation. C'est un risque calculé, parce que les premières questions que nous avons eues sont effectivement aussi des questions de salaire, en disant ils gagnent 30% de plus que nous. Question à laquelle je réponds en disant si vous faites une productivité, et si dans notre usine on arrive à des gains de productivité équivalents, il y aura aussi des augmentations de salaire bien évidemment. Les aciers d'Alvar ont payé 2 millions de francs cette expérience. Reste à en tirer la leçon, cela peut être payant. Il y a 6 ans, mal en point, les Allemands de BSV ont remobilisé leur personnel en les envoyant suivre un stage chez les Japonais. L'actualité en forme de pièce comme celle-ci, sonnante et trébuchante, c'est l'apparition dans les jours qui viennent d'une nouvelle pièce de 100 francs. 100 francs à l'effigie de Lafayette. En haut lieu, on affirme qu'il ne s'agit pas d'une pièce de collection. Le seul problème, c'est que la pièce qui sera tirée à 5 millions d'exemplaires. Alors, faites les comptes, ça fait une pièce pour 10 Français. Reportage de Maryse Manot et André Germain. Je suis à sec, j'ai besoin de liquide. En liasse ou en pièces? Ça m'est égal, c'est pour consommer tout de suite. Alors? Pourquoi pas en pièces de 100 francs, hein? Vous venez de voir la première publicité jamais faite en France pour une pièce de monnaie. Cette première est d'autant plus surprenante qu'il s'agit de lancer une pièce commémorative frappée à 5 millions d'exemplaires seulement. L'heureux élu, c'est la 100 francs Lafayette en argent. Depuis 82, c'est la 5e pièce de 100 francs émise par la Monnaie de Paris, mais la seule à bénéficier d'une telle campagne. Nous pensions que normalement, de jolies pièces comme ça devaient se diffuser dans le public de manière toute naturelle. Nous sommes aperçus que non. Et résultat, ces pièces qui sont belles, qui sont agréables à regarder et à posséder, eh bien, il en reste encore des stocks importants dans les caves de la Banque de France, et c'est vraiment dommage, pensions-nous, de produire de jolies pièces pour qu'elles ne soient pas utilisées. Si ces pièces s'écoulent mal, pourquoi en émettre une nouvelle chaque année? Le plaisir des yeux, l'intérêt historique n'explique pas tout. En réalité, l'État y trouve aussi un intérêt financier. Regardez bien. Dans cette machine, la Monnaie de Paris met 15 grammes d'argent par pièce, soit 22 francs environ. À la sortie, elle récupère une pièce qui vaut 100 francs. En tenant compte des frais de fabrication, l'État réalise un gain de 50 francs par pièce, bénéfice de l'opération, 250 millions de francs si toutes les pièces sont écoulées. Cela vaut bien une campagne de publicité, mais à l'inverse, les collectionneurs, eux, n'y trouvent pas leur compte. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui s'illusionnent et qui pensent que des pièces représentant une valeur métallique de 15 francs, qui ont une valeur nominale de 100 francs, vaudront un certain jour 500 francs ou 1000 francs alors qu'elles sont tirées à 5 millions d'exemplaires. Ça n'est pas vrai et ça ne serait pas raisonnable de leur faire croire. C'est pourquoi je préfère parler franchement. Le mieux est encore d'utiliser ces pièces comme moyen de paiement ou encore de les offrir en cadeau. Dans ces cas-là, on ne compte pas. Je vois mal aller acheter mes poireaux demain avec une pièce de 100 francs. Pour l'État, qu'est-ce qui est le plus avantageux, Philippe? Fabriquer des billets comme celui-là ou des pièces comme celle-là? Des pièces comme celle-là, parce que les billets, c'est la Banque de France qui les imprime, les met en circulation et l'État n'empoche rien du tout. Mais les pièces, c'est l'administration des médailles qui les frappe, c'est le ministère des Finances qui les vend à la Banque de France, à la valeur qui est inscrite dessus, à la valeur faciale, mais il y a une différence entre le coût de production et la valeur de la pièce. Ainsi, cette pièce de 10 francs coûte environ 90 centimes à fabriquer, cette pièce de 5 francs, 1 franc 40. La différence va dans la poche de l'État, c'est ce qu'on appelle les recettes de poche. L'État fait toujours une bonne affaire alors? Ah non, parce que voyez-vous, cette pièce de 1 franc, ben, elle coûte 1 franc.
à fabriquer. Cette pièce de 20 centimes, elle coûte 35 centimes. Cette pièce de 50 centimes, 70 centimes. Donc voyez-vous, là c'est l'État qui est de sa poche. Puis souvenez-vous, en 73, il avait frappé une pièce de 50 francs d'argent, il avait beaucoup d'argent, flambé de l'argent, la pièce valait 150 francs, l'État les a retirés et depuis lors, on l'a vu, il fait attention à ne pas mettre trop d'argent dans ses pièces. Merci Philippe. En bref, deux dernières informations qui viennent de me parvenir. Remous sur TF1, on vient d'apprendre qu'une procédure de licenciement était engagée contre Michel Polac. Cette décision fait suite à des incidents graves qui se sont produits lors de droits de réponse des 12 et 19 septembre dernier. C'est ce qu'affirment les responsables de la chaîne. Pour l'instant, l'émission est suspendue, mais elle n'est pas, semble-t-il, remise en question. TVA sur les disques, une bonne nouvelle. La baisse de la TVA sera effective pour les fêtes de fin d'année. C'est tout bon pour les cadeaux, d'autant que la baisse sera de l'ordre de 10 à 11%. On enchaîne avec la météo. Dans quelques instants, il y aura, si on a le temps, du rêve et du plaisir en voilier au large des Caraïbes. Avant cela, on va jeter un petit coup d'œil sur la carte du temps. Il fait aussi beau qu'aux Antilles. Presque, hein. Non, pas tout à fait. C'est fini la canicule, effectivement. Nous sommes à l'automne et l'automne se pomponne. Il se prépare pour demain, premier jour de l'automne, en ce 23 septembre, où le jour et la nuit seront d'égale durée. Tout de suite, cette photo satellite que vous apercevez sous les yeux et qui vous indique que nous avons eu des nuages aujourd'hui, ça vous le savez, que d'autres nuages arrivent, ils sont sur le Portugal, ils sont en train d'avancer vers nous et demain, ils vont gagner exactement, suivant le même chemin, le territoire français. Et pour la couleur du ciel, donc nous allons l'observer immédiatement, sans plus tarder, sur cette carte, avec quand même pas mal d'éclaircies sur les régions du nord, le côte de la Manche et la Bretagne, des ondées qui vont persister sur l'Aquitaine, la Vendée, les Charentes, le Poitou, les Pays de Loire, la région parisienne, le centre, les Ardennes et même la Champagne, voilà pour les ondées. Et puis sur le midi, encore du soleil. Les températures, voici celles que je vous propose pour demain après-midi, des températures de saison. Elles sont en légère baisse sur la moitié nord, entre 18 et 24 degrés, et entre 24 et 30 degrés sur la moitié sud. Et nous aurons ici 24 degrés près de Paris, à Étampes, avec un ciel légèrement grisonnant. C'est le gris d'Étampes, puisque nous parlons du gris d'Étampes, l'effet de Méride. Eh bien, pour demain, l'effet de Méride nous donnera un soleil qui va se lever à 7h39, se coucher à 19h46, et nous fêterons, mon cher Henri, les constants. À défaut de jeu de mots, je vais vous faire rêver. Je vous offre un voyage au large des Antilles. Vous savez que Jacques Chirac, le Premier ministre, a donné hier le feu vert pour un super paquebot à voile de 180 mètres. Un paquebot français, commandé par des Français, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Jean Bamer. Il mesurera 181 mètres de long, portera 5 mâts et ne sera mené que par 26 hommes d'équipage. Un seul mot d'ordre à bord, luxe et classe. Originalité de l'embarcation, outre les salons luxueux, elle possédera un véritable observatoire de navigation. Mais suprême luxe, le ventre du bateau s'ouvrira pour se transformer en plage et permettre ainsi aux 416 passagers attendus de prendre directement leur bain de mer. Financé par un pool bancaire, ce bateau géré ensuite par le Club Méditerranée coûtera 500 millions de francs. Sa construction fournira au chantier du Havre, déjà réalisateur de 2 bateaux similaires, 2 millions d'heures de travail et prendra environ 2 années. Sa mise à l'eau est prévue pour décembre 1989. Cette année-là, le Père Noël devra être généreux car l'on ne connaît pas encore le prix du cadeau pour une semaine de croisière de rêve sur ce qui sera le plus grand paquebot à voile du monde. Sacré cadeau. Prochain rendez-vous d'information, 23h30 avec Aubry Edler. D'ici là, excellente soirée sur Antenne 2 et à demain.